Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Sens Public, une émission 100% politique, comme tous les jours avec nos experts et avec les journalistes de la rédaction de Public Sénat. On analyse les conséquences du vote des Français, cette majorité introuvable à l'Assemblée nationale. Et justement, l'événement de ce mercredi, c'est la lettre aux Français d'Emmanuel Macron, lettre publiée chez le confrère de la presse quotidienne régionale. Je vais citer le chef de l'État. Il demande à l'ensemble des forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines, l'état de droit, le parlementarisme, une orientation européenne et la défense de l'indépendance française d'engager un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle pour le pays. La France peut-elle rentrer dans l'ère des larges coalitions? On en débat dans une minute. Et puis dans 3 quarts d'heure, on va prendre un peu de recul géographique grâce à nos invités correspondants de médias italiens, anglais et portugais. On leur demandera, tiens, s'ils ont des conseils à nous donner pour réussir une coalition comme ce confrère belge du quotidien Le Soir. Soyez rassurés, ça fonctionne en Belgique. Gardez votre calme surtout. Ne pensez pas que parce que vous n'avez pas de gouvernement dans la semaine, dans le mois, voire même dans plusieurs mois, un pays est nécessairement au bord de la faillite. Il y a énormément aussi de noms d'oiseaux qui s'échangent dans les coalitions. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a parfois des grosses tensions, parfois des chutes de gouvernement. Mais avec le temps, ça fonctionne. Comment la France peut-elle sortir de cette ère d'instabilité? Comment les chefs d'État européens ont réagi notamment à la défaite du Rassemblement national? Sont-ils inquiets? Étaient-ils inquiets de voir le nouveau Front populaire appliquer son programme économique? Réponse tout à l'heure. Mais d'abord, c'est un gros plan sur la stratégie du parti LR, les Républicains, que je vous propose. Indépendance ou participation à une coalition? La ligne demandait à être tranchée. Jérôme Rabier. Emmanuel Macron sort du silence et fait le bilan des élections législatives. Dans sa lettre aux Français publiée dans la presse régionale, il déclare qu'aucun bloc n'a gagné ces élections et qu'il faut donc qu'une coalition se forme dont il dessine les contours. L'ensemble des forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines, l'état de droit, le parlementarisme, une orientation européenne et la défense de l'indépendance française d'engager un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle pour le pays. Un appel déjà lancé par le groupe Renaissance à l'Assemblée qui, dans un communiqué, précise que cette coalition pourrait aller des sociodémocrates à la droite de gouvernement. Mais du côté de la droite, Laurent Wauquiez, fraîchement élu à la tête d'un groupe rebaptisé Droite républicaine, pose ses conditions. Le deuxième principe, c'est que nous ne participerons pas à des coalitions gouvernementales. Et que la seule bonne façon d'y répondre est par un travail sur le fond, permettant de rassembler le maximum de Français, en apportant des réponses positives, non pas sur la base d'accords d'appareil, mais sur la base de propositions de fond sur lesquelles nous allons œuvrer. Le chef de file des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, plaide lui pour un Premier ministre d'utilité publique forcément trouvé en dehors des partis. François Bayrou, pour le Modem, défend lui la nomination d'une personnalité permettant de rassembler tous les camps, sans que personne n'avance pour le moment un nom qui collerait à ce portrait robot. Pourquoi Emmanuel Macron refuse-t-il un gouvernement Nouveau Front populaire qui pourrait participer à cette coalition qu'il appelle de ses voeux? On en débat avec Anne-Charlotte Bézina. Bonsoir. Bonsoir bienvenue. Thomas. Vous êtes maître de conférence en droit public et constitutionnaliste. Adrien Brachet, bonsoir et bienvenue, journaliste politique à Marianne et contributeur à la Fondation Jean Jaurès. J'accueille Laure Salvin, bonsoir et bienvenue. La directrice générale des études de Verian Public France. Et Mathieu Croissant, l'éditorialiste politique. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Évidemment, la lettre d'Emmanuel Macron aux Français, c'est l'événement de cet après-midi de mercredi. Anne-Charlotte Bézina, qui est aussi un rejet de la demande du Nouveau Front populaire d'entrer à Matignon, de prendre le pouvoir seul. Est-ce qu'il est dans son droit, dans son rôle institutionnel, Emmanuel Macron, cet après-midi? Je suis encore à chaud de la lecture, Thomas, et je pense que cette lettre rentrera dans nos manuels de droit constitutionnel, sûrement dans les séminaires de la rentrée d'ailleurs, parce que c'est un peu la première fois que le président de la République ose piocher un petit peu dans
dans l'Assemblée nationale le choix qui lui paraît le plus légitime. En période de cohabitation, en 86, François Mitterrand fait semblant pendant quelques jours de ne pas avoir les mains liées. Tiens, pourquoi pas Simone Veil, etc. Bon. Mais cette pantomime a duré peu de temps. Il déjeune plusieurs fois avec Jacques Chirac et se sent évidemment lié pour le nommer. Ici, Emmanuel Macron nous dit clairement, au fond, Gabriel Attal est un très bon Premier ministre de transition tant qu'une coalition n'est pas naturellement née des urnes. Je pense en effet qu'il y a un pouvoir discrétionnaire qui est l'article 8, le président nomme le Premier ministre, c'est une réalité. Mais je pense qu'il y a ici en fait une réinterprétation complètement du résultat de l'Assemblée nationale, de la législative, qui fait qu'il ne considère pas comme gagnant le bloc ayant remporté le plus de sièges, alors qu'a priori, dans les régimes parlementaires proches, gagner à 1 ou 2 sièges de son concurrent consiste quand même à avoir gagné l'élection. Donc là, il y a une forme de réinterprétation de ce que c'est que gagner une élection qui est complètement nouveau, et ça lui donne finalement un pouvoir de nomination élargi du Premier ministre qu'il s'arroge. Reste à savoir comment tenir la barre des motions de censure. Effectivement. Adrien Brachet, quand vous lisez cette lettre d'Emmanuel Macron, vous vous dites qu'il a forcément eu des retours d'un certain nombre de leaders politiques avant de se lancer, ou pas ? Alors c'est très compliqué de savoir parce que en fait ces derniers jours on parle beaucoup des divisions du nouveau Front populaire, mais Emmanuel Macron, au-delà d'être face aux divisions de la gauche, il est aussi face aux divisions de son propre camp. C'est-à-dire qu'on a vu Sacha Houlié qui représente ce qu'on appelle l'aile gauche de la majorité, ce qui était la majorité donc de la Macronie, qui commence à dire je vais faire mon propre groupe. On a vu Darmanin lui envoyer des signaux très forts vers la droite. Donc Emmanuel Macron est face à une assemblée divisée et en plus à un camp extrêmement divisé. Et ce qui est compliqué, c'est que finalement, quand on lit cette lettre, en fait, on retrouve quasiment les mots qu'avait utilisé Emmanuel Macron le soir de sa victoire du second tour en 2022. J'ai regardé ce qu'il disait dans son discours. Il disait « il nous faut inventer une méthode refondée, l'invention collective d'une méthode refondée ». Donc la difficulté, c'est qu'Emmanuel Macron, ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir, et ça fait 7 ans qu'il appelle à une méthode refondée. C'est-à-dire que la lettre viendrait de quelqu'un d'autre, peut-être qu'on se dirait « ah, ça va marcher », sauf que là, il vient d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il tourne un petit peu en rond, et il a eu plusieurs fois l'occasion depuis 2022 d'envoyer des signaux, par exemple sur la réforme. Au moment de la réforme des retraites, il s'est laissé aller absolument vers la réforme des retraites. Il ne voulait absolument pas s'en dédire, alors qu'il avait à ce moment-là des occasions de dire le Parlement n'en veut pas, on essaie autre chose, on fait différemment. Donc ce qui est difficile, c'est que la lettre d'Emmanuel Macron, elle arrive après 7 ans d'exercice du pouvoir, où dès qu'il a eu l'occasion d'aller vers plus de parlementarisme, il ne l'a pas fait. Oui, alors Salvin, est-ce que ça correspond malgré tout, cette idée d'une large coalition, à une forme de demande des Français, pas forcément et pas uniquement avec ce qui s'est exprimé dans les urnes dimanche, mais peut-être à travers des études que vous avez pu mener depuis? Oui, moi, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Je pense qu'il poursuit son programme, Emmanuel Macron, effectivement, son programme de déstructurer pour restructurer ou mieux structurer l'espace politique français. Et les Français sont aussi dans la continuité de ce qu'ils demandaient en 2022. Souvenez-vous, au lendemain des législatives de 2022, finalement, les Français, ce qu'ils avaient affirmé, c'était non pas une majorité absolue pour le président de la République et pour la Macronie, mais plutôt le souhait, et à travers des enquêtes d'opinion, effectivement, de négocier, de compromis au sein des partis. Quand on lit cette lettre, effectivement, sans en voir l'émetteur, mais c'est là le problème, c'est qu'il y a un émetteur à cette lettre. Quand on la voit, effectivement, on se dit, oui, c'est raisonnable, c'est certainement ce qu'ont envie d'entendre, en tout cas, une grande majorité de Français. Quand vous leur demandez aux Français s'ils ont envie d'avoir un gouvernement Nouveau Front populaire, et vous avez une majorité qui dit non, il me fait peur. Un gouvernement majorité présidentielle non plus, un gouvernement RN non plus. Donc effectivement, on est plutôt dans un centre, dans un gouvernement d'arc républicain. Le problème, effectivement, c'est l'émetteur. Oui. Et c'est là où, effectivement... Et ensuite, pardon de vous interrompre, la capacité d'un Emmanuel Macron à se mettre éventuellement en retrait face à cet arc républicain ou ce gouvernement. Pour l'instant, on a vu qu'il n'en était pas vraiment capable. Oui, puis effectivement, il y a ce côté... Bon, écoutez,
de la posture, hein, et c'est là, je crois que ça va être aussi un acte symbolique. Alors, dans les manuels constitutionnels, mais aussi en termes d'opinion et de communication publique, je pense que ça va être très, très marquant. Pourquoi ? Parce qu'il y a un côté un peu de prise de distance. Bon, vous avez joué un peu, il y a cette idée de... Maintenant, il va falloir un petit peu être raisonnable et retrouver la raison. Mais c'est quand même lui, au début, qui a joué. C'est ça, c'est lui qui a dérangé la chambre des enfants aussi. On avait tous en coulisses cette comparaison en tête, donc autant la proposer à nos téléspectateurs. Mathieu, on va reprendre, grâce à vous, peut-être un peu le détail déjà de certains passages de cette lettre. Oui, parce qu'en fait, je pense que cette lettre, je trouve qu'il s'achète du temps. Emmanuel Macron, il n'avait pas réagi au résultat des législatives depuis 3 jours. Il partait aux États-Unis. Il était un peu invraisemblable que le président, après avoir créé un bazar pareil, s'en lave les mains et parte à l'étranger sans avoir rien dit aux Français. Et cette lettre, il fait une lecture particulière, et vous l'avez souligné, des institutions, mais qui, au fond, lui permet de gagner du temps. Qu'est-ce qu'il dit, Emmanuel Macron ? La première chose qu'il dit, c'est « personne ne l'a emporté ». Ça, c'est sa lecture du scrutin. Personne ne l'a emporté, puisque aucun groupe n'est à lui seul, aucun bloc n'est à lui seul majoritaire. On peut voir la citation. C'est une lecture particulière. On sait que dans ce scrutin, les Français ont été confrontés à 3 légitimités, d'une certaine façon. La légitimité des voix dans les urnes, qui a fait arriver le Rassemblement national, d'une certaine façon, en tête avec 11 millions de voix, qui est précisé d'ailleurs par le président de la République dans sa lettre. La légitimité ensuite des élus, et là pour le coup le nombre de députés, et c'est le bloc du nouveau Front populaire qui arrive en tête. Alors celle-là, il n'en parle pas, Emmanuel Macron. Et puis il y a une 3e légitimité qui est la légitimité d'une coalition, puisque tous les blocs sont minoritaires. Est-ce qu'on pourrait faire émerger une coalition qui deviendrait à ce moment-là majoritaire? Donc il saute la case de la légitimité du nombre de députés, ce qui est quand même particulier, ce qui fait hurler la gauche qui crie déjà beaucoup de force, et qui d'une certaine façon ne peut s'en prendre qu'à elle-même, parce que quand elle n'a pas été fichue depuis 3 jours de se mettre d'accord sur le nom d'un Premier ministre, c'était aussi laisser un boulevard au président. Après, il y a ce qu'il propose, un objectif, donc cette fameuse... On peut résumer à si tous les gars du monde voulaient bien se donner la main. Hein, je veux dire, c'est vieux comme une vieille chanson, et vous l'avez rappelé. Mais il donne pas le mode d'emploi. Donc, comment se bâtit ce pacte, cette majorité, cette coalition, cette majorité plurielle, dit-il, hein, quand même. On ne sait pas comment. Et c'est vrai qu'il l'a déjà dit, et c'est vrai qu'il l'a déjà tenté aussi. C'était l'approche de ce fameux Conseil national de la refondation qui a fait flop, où il comptait avec certaines personnalités. Vous vous souvenez, à Marcoussis, il fallait les enfermer, qu'ils se mettent d'accord, ça n'a pas marché. Il l'a retenté à la rentrée suivante, en 2023, avec les entretiens de Saint-Denis, là où c'était les chefs de parti. Pof, ça a fait flop aussi. Et donc, il y a comme s'il pouvait faire au forceps cette reparlementarisation de la vie politique française, qu'il met un peu en retrait et à distance, et qui, si ça marche, le mettra quand même à la marge. Il y a quelque chose d'assez expérimental dans cette approche. Et pour moi, c'est surtout, en fait, à mon avis, franchement, il essaie de gagner du temps, de voir comment les choses vont se décanter pour essayer de s'en tirer au mieux dans la situation qu'il a lui-même générée. Effectivement, vous vouliez intervenir. Juste, ce qui est intéressant, c'est que toutes les fois jusqu'ici où Emmanuel Macron avait justement essayé de créer du consensus, du compromis, c'était à travers, que ce soit le CNR ou les rencontres de Saint-Denis, à travers des structures qui justement contournaient le Parlement. Et là, ce qui change pour Emmanuel Macron, c'est que cette fois, il est obligé de composer avec le Parlement, et c'est quelque chose qui n'est visiblement pas dans sa culture politique la plus profonde. Alors, si on essaye de voir quelle réponse politique les différents groupes proposent, le parti LR, les Républicains, était évidemment très hostile à un gouvernement Nouveau Front populaire, mais pas forcément partant pour former une coalition. C'est ce qu'a dit Laurent Wauquiez, qui vient d'être élu d'ailleurs à la tête du groupe LR à l'Assemblée nationale. C'était avant la lettre d'Emmanuel Macron. C'est aussi ce que Bruno Retailleau, président des sénateurs LR, disait dans une tribune publiée dans le Figaro, là aussi avant la lettre d'Emmanuel Macron. Ce qui ressort de ces prises de parole LR, c'est plutôt un gouvernement technique et des majorités texte par texte. Là aussi, c'est pas vraiment dans notre tradition. Anne-Charlène Bézina, si on essaye d'imaginer ce qui peut se passer là dans les prochains jours, vous nous dites Emmanuel Macron s'est acheté du temps, prochains jours, prochaines semaines. Qu'est-ce qui peut se passer ? Alors, première chose, par rapport au rapport au temps du président de la République, je rejoins ce qui a été dit, il y a même une forme de réinvention du temps à travers le concept de gouvernement
pas totalement démissionnaire, mais qui gère quand même les affaires courantes. Oui. Alors que ça, vraiment... Pour l'instant, il n'a pas accepté la démission de Gabriel Attal. Le mot n'est pas accepter la démission, parce que vraiment la démission, ça ne s'accepte pas, c'est un acte moral et personnel. Oui. Mais en fait, ce que le président fait, seul le président peut le défaire, c'est-à-dire que c'est un décret du président de la République qui doit mettre fin, de manière plus ou moins vexatoire, par exemple pour Elisabeth Borne, aux fonctions du Premier ministre. Et il n'a pas pris ce décret de fin de fonction. Donc officiellement, Gabriel Attal vit toujours sur le décret du 9 janvier, d'accord, qu'il a nommé. Donc, garder un Premier ministre qui ne dépend plus de son Assemblée nationale, parce que pour moi, il gère les affaires courantes de toute façon depuis le 9 juin, puisqu'il n'y a plus d'Assemblée. C'est quand même une réinterprétation du régime parlementaire qui, là encore, nourrira sûrement un autre chapitre de manuel. J'ajoute que sur la question de savoir quelles sont les options sur la table, on fait beaucoup de mal à la culture constitutionnelle en lui faisant endurer beaucoup de choses ces derniers temps, mais on n'a pas la culture du consensus, on n'a pas la culture du compromis. Deux évidences. Changer de président de la République ne changera rien à la donne parlementaire. Changer de gouvernement ne changera rien à la donne parlementaire non plus. Et la donne parlementaire, on la garde au moins 1 an, puisque l'article 12 est formel. On ne peut pas redissoudre avant le 9 juin 2025. Donc, face à l'obstacle, il va falloir réinventer quelque chose. Et là, cette fois-ci, ça sera autre chose que le CNR. C'est-à-dire que 3 blocs à l'Assemblée nationale vont devoir arriver à faire voter un budget, des législations obligatoires, comme notamment la loi de programmation militaire, des éléments de défense. Donc, il y a un moment où soit le gouvernement technique, soit le gouvernement de coalition, soit un gouvernement qui puisse être renversé puis donner lieu à une deuxième solution, il va falloir que notre système constitutionnel soit réinventé par ces acteurs. Et moi, je ne suis pas persuadée qu'une solution émane de chacun des membres de notre personnel politique dès le 18 juillet, vous voyez, la première réunion de l'Assemblée nationale. Je pense qu'on aura peut-être tenté une première chose, puis ensuite, après un renversement, par exemple, tenter autre chose. Je crois que l'année qui vient sera grosse de beaucoup d'évolutions institutionnelles, mais peut-être qu'il faut se faire à cette idée, comme nous le disait notre ami belge tout à l'heure. Oui, effectivement. Restez calme, disait-il. Exactement, keep calm. La France ne sera pas en faillite, même si elle n'a pas de gouvernement. Dans les semaines et mois à venir. Oui, c'est ça. On va reparler de la personnalité d'un Premier ministre, un Premier ministre d'utilité publique, sont les termes employés par Bruno Retailleau. Mais je voudrais quand même qu'on consacre tout de suite un chapitre à la réaction du nouveau Front populaire et peut-être même, soyons plus précis, à l'intérieur du nouveau Front populaire, à la réaction des Insoumis. Adrien Brachet, hier, Adrien Quatennens appelait à marcher sur Matignon. Alors, il avait été désavoué par Manuel Bompard, mais quand même, quoi, ça donne un petit peu de l'état d'esprit. Qu'est-ce qu'on peut imaginer là dans les prochains jours, ou qu'est-ce qui se dessine déjà là? Alors bon, c'est que, comme on disait, c'est très difficile de savoir exactement ce qui va se passer. Et en effet, peut-être qu'on va passer par plusieurs phases, plusieurs gouvernements. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plusieurs positions au sein du nouveau Front populaire. Vous avez en gros la position des Insoumis et de Jean-Luc Mélenchon qui consiste à dire si on gouverne avec notre programme, rien que le programme. Et puis vous avez plusieurs voix, notamment au sein du Parti socialiste, qui commencent à dire, étant donné la donne électorale, étant donné le fait que nous avons pour beaucoup été élus aussi grâce au Front républicain, on est obligé d'avoir des inflexions dans notre programme. Je repose la question différemment. Est-ce qu'avec cette lettre aux Français, cette stratégie, Emmanuel Macron cherche à écarteler encore un peu plus le nouveau Front populaire? C'est ça ce qu'il joue. C'est probablement ce qu'il essaye de faire, mais ce qu'il essaie d'ailleurs de faire depuis le 9 juin et depuis qu'il a décidé la dissolution. Je pense qu'il comptait sur une gauche beaucoup plus divisée et qu'il ne comptait pas nécessairement sur une reconstitution aussi rapide du nouveau Front populaire. Mais ce qui est certain, c'est que là, et les 3 jours qui s'écoulent sans que le nouveau Front populaire puisse donner un nom de Premier ministre, démontrent bien qu'en effet, il y a différentes approches au sein du nouveau Front populaire. Et je trouvais l'approche notamment hier assez intéressante du député Philippe Brun, donc qui est un député socialiste qui est issu de l'Eure, ce sont des terres qui ont voté assez fortement pour le Rassemblement national, et qui disait on a besoin d'un programme de salut public, donc c'est-à-dire pas exactement notre programme, mais un programme qui sache rassembler, parce que il dit l'Assemblée qui a été élue est celle de la dernière chance, c'est-à-dire que on ne peut pas faire comme si il n'y avait pas ce bloc Rassemblement national extrêmement fort avec ce nombre record de députés, et si en effet les différentes forces politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est un énorme carburant à frustration, et qui fait que demain, si ces forces politiques ne réagissent pas, c'est ce bloc Rassemblement national qui risque à de prochaines élections d'exploser encore plus. Mathieu, un mot ensuite, Laure, ça va. Oui, je trouve que c'est un pari audacieux que fait le président vis-à-vis du nouveau Front populaire. Oui. D'abord parce que les Français vont pas forcément comprendre l'astuce qui veut qu'on... En gros, je le disais tout à l'heure, mais le Rassemblement national a gagné le premier tour avec ses voix, la gauche a gagné le deuxième tour des législatives avec le nombre de ses députés, et là, il veut directement passer au troisième tour, celui des coalitions. C'est compliqué à expliquer aux Français, et du coup, ça fait un boulevard quand même pour la gauche qui a dit on est en train de nous voler notre victoire. Et par ailleurs,
la gauche était en train d'exploser toute seule, d'une certaine façon. Il aurait pu, à ses yeux, lever l'hypothèque de la gauche en les laissant désigner un Premier ministre après plusieurs jours dans des conditions pénibles. On sait que les Insoumis sont pas très envie de gouverner, ils préfèrent préparer déjà 2027 et puis surtout cette coalition du nouveau Front populaire très minoritaire à l'Assemblée aurait pu être démise par une motion de censure. Bref, ça aurait pu se régler tout seul. Mais ça aurait pris quelques mois, quelques semaines. Et ça aurait pu aller très vite. Là, l'idée, je vais fracturer le nouveau Front populaire en disant en gros non aux Insoumis parce que je les mets pas dans l'arc républicain, même si c'est pas dit dans la lettre, mais oui aux socialistes et peut-être à quelques écologistes. Et encore, ils sont pas tous d'accord au sein du camp présidentiel pour savoir si les écologistes sont dans l'arc républicain, les communistes aussi. Ça dépend. C'est la meilleure. Je trouve que c'est très maladroit parce que ça va ressouder les troupes, de la gauche qui va dire ah bah regardez, on nous vole la victoire, ça les arrange parce que ils étaient infichus de désigner leur Premier ministre et sans doute d'appliquer leur programme inapplicable. Mais donc voilà, c'est plutôt les servir que les desservir. Laure Salvin, avec des Français quand même qui peuvent se sentir légitimement, pour certains d'entre eux, dépossédés de leur vote aussi. Vous avez étudié les émotions provoquées par... alors vous l'aviez fait après le premier tour, vous l'avez fait après le second tour. Il y a un mot de confusion, je crois, par exemple, qui vient spontanément chez les Français. Oui, effectivement, on avait sondé les Français sur leurs émotions avant le premier tour. Et là, effectivement, d'abord, après la dissolution, c'était la surprise qui dominait. La honte aussi sur la situation politique française. Et ça, on avait discuté avec des psychiatres et psychanalystes. C'était très intéressant parce qu'ils nous disaient la honte, c'est quand même un sentiment extrêmement fort et souvent qui se tait. C'est un sentiment qui est commun, très courant, mais qui n'est pas forcément partagé avec les autres. Donc, surprise, honte, et puis après, aujourd'hui, on a à la fois du désespoir, de la colère et de la peur. Et ça, effectivement, ça dit un petit peu un sentiment de confusion, c'est-à-dire finalement tout ça pour ça, on en arrive là et on ne sait pas comment on va s'en sortir. Et juste sur les fractures, je pense que Emmanuel Macron essaie de fracturer effectivement le nouveau Front populaire, mais il essaie aussi de fracturer les Républicains. Parce que là, effectivement, on avait cette réaction de Laurent Wauquiez avant cette lettre qui disait pas de coalition. Mais enfin bon, il y a peut-être certains députés qui sont peut-être tentés aussi finalement de se dire oui, le choix le plus raisonnable, le choix de bon sens serait effectivement de diriger au centre. Alors, écoutons une autre réaction, cette fois-ci côté gauche, la présidente socialiste de la région Occitanie. Alors là aussi, on est avant la lettre d'Emmanuel Macron, qui parlait déjà d'une coalition allant jusqu'à l'aile gauche de Renaissance. Écoutons-la. La coalition, il faut être clair, elle va se bâtir autour des socialistes. Parce que la centralité de ce bloc de gauche, qui va bien sûr prendre nos alliés communistes, écologistes et les insoumis qui sont dans une logique de positif et dans une logique de construction. Donc ceux qui ont également une partie de Renaissance. Une partie de Renaissance ? Mais oui, bien entendu, parce que les chiffres sont là. Pardonnez-moi, c'est un vœu pieux ou c'est quelque chose qui est en construction? Vous en parlez, vous essayez de rallier. Nous sommes plusieurs socialistes et aussi d'autres élus de gauche qui sont réalistes sur la nécessité de transformer le pays. On ne peut pas continuer dans ces moments de politicaillerie. Il faut être à la hauteur des enjeux. On doit mettre en œuvre un programme, et pour mettre en œuvre un programme, des actions de justice sociale, eh bien, il faut avoir une majorité. La majorité, vous avez eu des contacts avec l'Élysée pour en parler ? Elle se construit. Et politicaillerie, alors effectivement, on risque d'y être encore pour un moment. Moi, je me pose la question, Anne-Charline Bézina, du cadre dans lequel la formation de cette coalition pourrait se dérouler. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire pour éviter justement cette impression d'une partie de l'opinion que ça se fait en coulisses, c'est opaque. Comment le faire devant les Français et d'une façon la plus transparente possible ? Par exemple, le président du groupe Horizon de l'Assemblée, on appelle à François Hollande pour nouer un accord. Donc là, on aurait d'un seul coup un monsieur bons offices qui chercherait à nouer les accords au sein de cette coalition. Quelle forme ça pourrait prendre ? Alors déjà, moi, je pense que je vais vous donner quelques éléments sur l'anti-méthode pour construire une coalition dont nous avons beaucoup d'exemples ces dernières heures, pour qu'on puisse
s'en dégager les principes. Alors déjà, une coalition parlementaire qui émane d'un guide donné par son président de la République, c'est quelque chose d'impossible. D'accord ? Donc la prise de parole d'aujourd'hui est non seulement maladroite, mais elle a peut-être affaibli encore plus ou encore éloigné dans le temps la possibilité d'une coalition. Pourquoi ? Parce qu'elle ressemble à une fuite en avant, en arrière. C'est-à-dire qu'en fait, on reprend l'ancien gouvernement, l'ancien projet, et de ce fait, on considère que comme il n'y a pas tellement eu de victoire, eh bien, on va pouvoir la garder. C'est très dangereux de vendre la coalition de cette manière, si vous me permettez le terme de vendre, évidemment. Ouais. La deuxième manière qui est absolument antithétique avec l'idée de la coalition, c'est que chaque parti prétende ne pas vouloir faire partie de la coalition. Alors que là, on l'a vu au PS, on l'a vu à LR, le centre également est un peu le seul à tendre les bras. Donc, voilà. Une coalition, quand on parle de coalition à l'allemande, par exemple, en fait, c'est un contrat de gouvernance. C'est ça, on se met autour de la table, on négocie pendant des semaines, voire des mois. Attention, on négocie les projets et pas les hommes. C'est-à-dire qu'on pose sur la table les programmes des uns et les programmes des autres et qu'on fait, en quelque sorte, une sélection. Donc quand on entend la gauche dire « enfin, tout notre programme et rien que notre programme », avec toute une majorité relative et rien qu'une majorité relative, eh bien on ne peut en garder qu'un dixième. Donc il faut avoir une forme d'épreuve de réalisme qui passe par l'idée d'aller chacun diluer des égos et diluer des propositions qu'à mon sens, notre Assemblée nationale et nos partis politiques ne sont pas encore prêts à entendre. Donc je suis partisane de laisser quelques échecs d'ego et de partis émailler notre année difficile avant qu'on puisse entendre parler de coalition pour ne pas justement qu'elle apparaisse comme une politicaillerie. Le général de Gaulle nous disait le scrutin à 2 tours, au moins il interdit cette politicaillerie. S'il y a des alliances, elle doit se faire entre le premier et le deuxième tour. Ça tombe bien, on a réussi. Il y a eu ce fameux Front populaire. Eh bien, à lui maintenant de savoir comment il va sortir des urnes. Alors effectivement, et puis pour qu'il y ait une coalition, il faudrait déjà qu'au sein de chaque camp, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y ait une forme d'unité. Écoutons quelques règlements de compte. Dans le camp présidentiel, c'était Gérald Darmanin qui s'en prend à Gabriel Attal. On est ce matin sur Europe 1. Écoutez, il vient de la gauche, je viens de la droite. Il est élu en Ile-de-France, je suis élu en province. Voilà, je pense que nous sommes complémentaires. Voilà, et je pense qu'il faut, avec Gabriel Attal, me semble-t-il, que l'on puisse parler demain ou après-demain sur comment on peut aider notre camp politique à aller mieux. On a très bien travaillé ensemble depuis 7 ans. Il n'y a pas de raison que désormais nous soyons en concurrence, me semble-t-il. L'incarnation, c'est celle du président de la République. Il faudrait peut-être pas l'oublier. Tout le monde lui dit beaucoup de mal de lui, mais voilà, je constate que le président de la République, fort heureusement, c'est celui qui a permis à Gabriel Attal et à d'autres de pouvoir être en responsabilité politique. Donc moi, je n'aime pas qu'on dise du mal du président de la République comme ça gratuitement au moment où peut-être la difficulté est plus forte pour lui. La loyauté, c'est toujours intéressant en politique. Adrien Brachet, les lignes de division au sein de chaque camp ruinent-elles la possibilité d'une grande coalition ? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on prend le problème, et peut-être que c'est lié à notre culture politique qui est extrêmement tournée vers l'incarnation et vers les personnes, mais on prend probablement le problème dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on commence à afficher les querelles d'ego et à dire « moi, je veux prendre le leadership sur un tel ou un tel », au lieu d'en arriver à la question, et qui est le seul moyen, en fait, d'arriver à des accords, qui est la question du fond et des propositions. Sur quelles mesures on se met d'accord, sur quel programme on se met d'accord. Et au cours, il me semble, de ce même entretien dont on a vu des extraits de Gérald Darmanin dit par principe, je ne voterai pas de texte issu du nouveau Front populaire. Mais si on se met dans ce genre de position, de dire avant même de voir des textes, on sait qu'on ne les votera pas, on se retrouve forcément dans une situation de blocage. Donc il faut que les égos, en effet, de chaque camp, essaient de, finalement, à l'encontre de toute la culture de la Ve République, sachent se mettre en retrait pour mettre d'abord les propositions avant les hommes. Allez, un mot de Mathieu, ensuite on parle du programme économique du nouveau Front populaire. Un truc qui va flinguer tout espoir de coalition, c'est qu'il y a 2027, l'élection présidentielle, il faut le dire, dans les régimes parlementaires dont on parle, il y a des coalitions entre gentlemen parce qu'ils savent qu'ils ont 5 ans devant eux, qu'il faut bien légiférer. Et donc voilà. Et assez traditionnellement, c'est quand même autour du premier arrivé que s'organisent les négociations. Moi, j'ai un exemple au Luxembourg où le 2e, le 3e et le 4e avaient négocié sans le premier et puis ont pris le pouvoir, ce qui a permis à Xavier Bettel, l'ancien Premier ministre, de rester longtemps. Mais c'est très rare. Généralement, c'est autour du premier que ça s'organise et il choisit parmi les autres de quoi faire la pointe dans sa majorité. Laure, ça va ? Oui, juste sur cette question de personnalité. Effectivement, quand on voit aujourd'hui les baromètres politiques, notamment le baromètre que nous faisons pour le Figaro Magazine, sur l'image des personnalités, la cote de confiance
confiance des personnalités. On voit bien qu'il y a un problème d'incarnation de la politique aujourd'hui et que les Français souhaitent avant tout qu'on parle du fond, effectivement, et qu'on donne du sens à la politique. Parce qu'aujourd'hui, personne n'émerge et c'est peut-être pour ça aussi que les partis n'arrivent pas, les différents camps, les différents blocs n'arrivent pas à trouver une personnalité consensuelle. Mais les Français non plus, ils ne l'ont pas, effectivement. Il n'y a personne qui se dessine et c'est bien sur ce sujet-là, justement, du fond, que les Français aimeraient qu'on expérimente peut-être aussi, d'ailleurs. Et les Français n'arrivent pas forcément à voir les divergences de fond idéologiques entre les formations politiques. Aller dans la rue et aller demander aux gens s'ils connaissent les différences de fond, en fait, entre ce que proposent les Républicains et ce que propose Gérald Darmanin, ou entre ce que propose Sacha Houlié et ce que propose une partie du Parti Socialiste, mais pour les gens, c'est extrêmement lointain. Donc, en fait, la difficulté aussi, c'est qu'aujourd'hui, les Français ne se retrouvent pas dans les clivages des partis politiques. Ce que vous dites ne tient peut-être pas pour la France Insoumise. Peut-être pas pour la France Insoumise et le Rassemblement National, où c'est peut-être plus identifié. Un peu imaginer ça. On va justement parler du programme économique du nouveau Front Populaire avec Steve Jourdain, qui nous rejoint sur le plateau de Sens Public. Bonsoir Steve. Bonsoir Thomas. Des patrons notamment qui sont inquiets de la mise en œuvre de ce programme. Alors on va évidemment détailler leurs réactions, mais rappelez-nous pour commencer les grandes lignes de ce projet présenté par la gauche. Oui, alors il y a plusieurs mesures emblématiques qui sont mises en avant. Tout d'abord, le blocage des prix des biens de première nécessité. Ça concernerait l'alimentaire, l'énergie ou encore les carburants. Il y a aussi l'abrogation de la réforme des retraites qui est au programme. Il s'agirait de supprimer le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, la revalorisation de 10% des APL, les aides personnalisées au logement, le rétablissement de l'ISF et la mise en place de 14 tranches d'impôt sur le revenu contre 5 à l'heure actuelle. La gauche propose aussi une réforme de l'impôt sur l'héritage et la suppression de certaines niches fiscales, ou encore, c'est peut-être la mesure la plus symbolique, l'augmentation du SMIC à 1 600 € net. Cela passerait notamment par la hausse du point d'indice des fonctionnaires. Ce matin, l'insoumis Manuel Bompard a assuré qu'il y aurait bien une majorité pour la plupart de toutes ces mesures. On va l'écouter. Nous faisons des propositions. Moi, je crois que sur des mesures fortes qui sont dans notre programme, le blocage des prix sur les produits de première nécessité, l'augmentation du SMIC, l'abrogation de la réforme des retraites, je pense qu'il est possible de trouver une majorité de députés à l'Assemblée nationale pour ne pas s'y opposer. Alors il y a le programme du nouveau Front Populaire et puis il y a la réalité politique, les rapports de force qui sont actuellement en train de se jouer à l'Assemblée nationale sur le SMIC à 1 600 €. Par exemple, l'écologiste Marine Tondelier temporise un peu. Peut-on le faire immédiatement et par décret pour toutes les entreprises? Réponse de Marine Tondelier dans Le Monde. C'est plus compliqué, il faut une loi de finances rectificative pour voter une aide aux PME, TPE et éviter des catastrophes économiques. Fin de citation, le SMIC à 1 600 € net. Wait and see. Oui, ce qui n'empêche pas les patrons d'avoir peur et de l'exprimer. Oui, le programme du NFP serait fatal pour l'économie française, déclaration de Patrick Martin, le patron du MEDEF à nos confrères des Échos. Le programme du NFP, c'est tout simplement le programme de la France insoumise, dit-il. Sa mise en œuvre serait fatale pour l'économie française et précipiterait notre déclin. Il fait complètement abstraction des contraintes budgétaires et de compétition internationale. C'est très grave, la quasi-totalité des mesures irait à l'encontre de la performance globale de notre économie. Voilà ce qu'il déclare ce mercredi. Même inquiétude à la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Leur secrétaire général, Jean-Eudes Duménil, redoute la hausse du SMIC à 1 600 € pour toutes ces petites structures. On explique qu'on va mettre les entreprises en difficulté, qu'on le sait et qu'on prévoit tout de suite des aides pour les accompagner. On marche sur la tête. Déclaration sur BFM Business hier. Autre réaction, Thomas, celle de l'U2P, l'Union des entreprises de proximité, qui représente les très petites entreprises. Le programme du NFP recèle des propositions dangereuses. Déclaration de son président à l'AFP, Michel Picon, qui dans une autre déclaration estime que toute aggravation des déficits aura des conséquences sur le coût de l'argent et donc sur la marge de manœuvre des entreprises. Merci beaucoup Steve Jourdain pour ces informations. Adrien Brachet, on peut peut-être rappeler que ce programme, il a été quand même soutenu par un certain nombre d'économistes. Oui, c'est-à-dire qu'il y a toute une série d'économistes qui ont apporté leur soutien à ce programme du nouveau Front Populaire. Donc si vous voulez, il n'y a pas de consensus économique qui disent ce programme est mauvais ou ce programme est bon. Il y a des économistes qui le soutiennent, il y a des économistes qui s'y opposent. L'économie n'est pas une science exacte, donc il y a des débats, il y a des économistes qui ne sont pas d'accord. Ce qu'il faut dire peut-être pour relativiser certaines inquiétudes. Alors, je pense que Marine Tondelier, par exemple, a raison de pointer le cas des TPE et des PME sur lesquels, là, en effet, il peut y avoir des inquiétudes, mais d'un point de vue... Il y a beaucoup de défaillances d'entreprises en France en ce moment. Mais là où il faut quand même relativiser, c'est que, par exemple, quand on regarde ce qu'était le programme de la gauche en 1980,
1981, on a eu des programmes beaucoup plus de gauche économiquement que celui que propose le nouveau Front populaire aujourd'hui. Donc il faut aussi, dans la gradation, relativiser. Et puis il y a les milieux économiques, et de l'autre côté, et là il va falloir composer avec les deux, vous avez toute une partie des organisations syndicales qui considèrent qu'elles ont participé à faire élire le nouveau Front populaire et qui donc sont déjà en attente de résultats. Ce matin, il y avait une interview de Sophie Binet, je crois, dans Libération, qui dit... La secrétaire générale de la CGT. La secrétaire générale de la CGT qui dit on ne va pas baisser le drapeau et s'il le faut, il y aura des mobilisations sociales à la rentrée. Donc le climat à la fois du côté des organisations patronales et du côté des organisations syndicales va rajouter de la complexité aux divisions politiques auxquelles on est déjà... Laure Salvin, la perception de ce programme par les Français, parce qu'il y a beaucoup de mesures qui peuvent apparaître assez populaires, et je sais bien que le thème de la dette est très très loin dans la pile des priorités des Français aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a quand même ce sentiment que, attention, les finances publiques de la France sont déjà en mauvais état? Je pense qu'il y a deux choses, effectivement. Il y a quand même, en fond, en lecture de fond, cette idée de la dette et du déficit public qu'on entend depuis plusieurs mois. Certes, le pouvoir d'achat reste la priorité des Français, mais les Français ont toujours montré beaucoup d'inquiétude sur l'idée d'un pays en faillite, avec l'image de la Grèce, par exemple. Et puis, il y a autre chose. Déjà, on n'est pas dans le même contexte, effectivement, qu'il y a quelques années. On n'est pas dans le même contexte économique. Et l'Institut Montaigne a chiffré les différents programmes des partis. Et pour le nouveau Front populaire, son chiffrage arrive à 179 milliards d'euros de déficit. Ce qui est évidemment colossal. Et juste sur un plan de comparaison, celui de la majorité présidentielle était quand même à 21 milliards d'euros de déficit, et celui du RN et alliés, 71 milliards d'euros. Donc il y a quand même si les économistes, effectivement, sont pas forcément, ne hurlent pas contre ce programme, il y a quand même cette idée, malgré tout, que si on applique tout le programme, effectivement, il y a un énorme déficit. Et c'est certainement pour ça, d'ailleurs, que dans l'opinion, 47% des Français nous disaient, si le nouveau Front populaire est au gouvernement, je serai perdant individuellement. 47%, c'est quand même énorme. Alors effectivement, comme vous dites, il y a pourtant des propositions qui pourraient les séduire. Mais en fait, ces propositions, elles les inquiètent aussi, les Français, parce qu'ils se demandent si elles sont vraiment raisonnables. Alors, on va parler, pour terminer, il nous reste une grosse dizaine de minutes, du Rassemblement national. Il y a 10 jours, Jordan Bardella se voyait à Matignon. Comment le RN a-t-il raté sa campagne d'entre-deux tours avant d'en débattre? Un cas d'école, la 21e circonscription du Nord, où la centriste Valérie Létard a regagné 15 points en une semaine face à une candidate lepéniste. Jonathan Dupriez et Audrey Vuettas dans le Nord. Elle ne voulait pas rempiler. La voici députée. Valérie Létard, candidate UDI, a battu le RN dans la 21e circonscription du Nord avec 51,5% des suffrages. Une victoire loin d'être jouée d'avance pour cette ancienne vice-présidente du Sénat. Au soir du premier tour, la centriste était 7000 voix derrière le Rassemblement national. Le désistement du candidat Nouveau Front populaire lui a permis de passer in extremis. Il y a eu un vrai travail de report de voix de la gauche. Il y a eu une vraie mobilisation aussi de tous les élus du territoire derrière ma candidature. Quand je dis tous les élus, 19 maires sur 20, avec leurs équipes municipales, ont mouillé le maillot. Parmi eux, Sandrine Gombert. La maire socialiste de Petite-Forêt fait partie de ces élus mobilisés pour faire barrage au RN, jusqu'à s'afficher sur la profession de foi de Valérie Létard. Il y a peu de choses près les soutiens au premier tour, et puis donc pour le second tour, on nous a rajouté donc moi maire de Petite-Forêt socialiste et Xavier Joannin maire d'Onain communiste. Cette mobilisation sur le terrain et sur les réseaux sociaux a permis à Valérie Létard, déjà identifiée sur le territoire, de bénéficier d'un report de voix exceptionnel à gauche. Donc pour Valérie Létard, elle est passée de 441 voix à 963 voix, donc ce qui fait 552 voix supplémentaires qui correspondent à peu de choses près au score de Pierrick Colpin, candidat du nouveau Front populaire, où il y avait 571 voix. Donc le report s'est fait quasi intégralement sur elle, donc il y a eu bien un petit peu plus de votes blancs, mais finalement beaucoup moins que ce que je craignais.
Le Front républicain a donc particulièrement fonctionné pour barrer la route au RN. Mais dans certaines communes de la circonscription, comme ici à Saint-Saulve, les électeurs RN n'avalent toujours pas la défaite. De toute façon, je vous dis, à notre niveau, on peut juste se taire et puis se mettre en colère. Car dans le bassin minier, la candidate RN Laurence Barra a échoué de peu, à 48% au second tour. Alors sur le marché, persiste le sentiment que le barrage républicain leur a confisqué l'élection. Faudrait que le RN y passe un bon coup. Comme ça, au moins, on verra ce qu'ils ont dans le pot. On aurait vu leur capacité de faire ce qu'ils disent et puis de les mettre au pouvoir ou de les enlever. Un sentiment dans lequel s'engouffre le sénateur RN Joshua Auchard, omniprésent pour tenter de faire élire Laurence Barra. Ce qui fait qu'on n'a pas réussi à passer notre député Laurence Barra ici sur cette 21e circonscription, c'est typiquement ce barrage, ce système qui a tout mis en œuvre pour qu'on puisse éviter d'avoir un député. Ce qu'on peut en dire, c'est que ça a bien tremblé, parce qu'au premier tour, on était quand même 14 points devant la candidate du système. Au-delà du barrage républicain, de nombreux électeurs s'inquiètent de l'avenir politique du pays. Je pense que c'est ingouvernable. La France est ingouvernable. En attendant que la situation se clarifie sur le plan national, le Valenciennois, lui, restera centriste, comme depuis 1993. On va continuer de s'intéresser au Rassemblement national, mais alors il y a évidemment, comme toujours depuis plus d'un mois, beaucoup d'actualités, des réactions. On attendait une première réaction des Insoumis. C'est Jean-Luc Mélenchon qui dit ceci. Emmanuel Macron refuse de reconnaître le résultat des urnes et doit s'incliner face au nouveau Front populaire. On est quoi, dans un bras de fer auquel on pouvait s'attendre, Anne-Charlène Bézina? Alors là, c'est un reprint de sa déclaration de dimanche soir. Il a dit il faut s'incliner. Petite parabole de la Troisième République, il faut se soumettre ou se démettre, j'imagine qu'on n'est pas très loin dans son idée. S'incliner, il avait dit notamment en acceptant la démission de Gabriel Attal. Donc pour le moment, on voit bien que la phrase de Jean-Luc Mélenchon n'a pas été entendue. Oui, il y a un bras de fer qui s'installe, bien sûr, puisqu'au fond, on a pour la première fois un groupe qui gagne en termes de sièges, et vous avez raison de faire la distinction entre les différents gains, parce que tout est plus subtil dans une loi électorale, mais le groupe qui a la majorité des sièges n'est pas reconnu par son président de la République comme le groupe gagnant. Donc il y a nécessairement une forme de hiatus qui s'installe entre son Assemblée nationale et son président. Et ça, ce n'est jamais très bon signe, ni annonciateur de bonnes choses. Je découvre en vous écoutant d'autres aspects de la déclaration, c'est sur Twitter, de Jean-Luc Mélenchon. Il dit c'est le retour du droit de veto royal sur le suffrage universel. Et il parle de coalition des magouilles. Est-ce que, Adrien Bachet, ça laisse augurer, j'ai un peu déjà posé la question tout à l'heure, mais voilà, on parlait de la réaction des syndicats, des possibilités de manifestation. Enfin voilà, on devrait basculer dans le plaisir d'accueillir le monde pour les Jeux Olympiques et on va peut-être être face à des manifestations de certains groupes politiques qui disent on nous a volé la victoire. C'est pour ça que je pense que, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, il est possible que tout cela se déroule en plusieurs phases. C'est-à-dire qu'on a un an devant nous et au fond, en un an, on peut avoir 2, 3, 4 gouvernements différents. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu... on apprend en marchant, si vous voulez. C'est-à-dire que la France n'est pas habituée à une telle situation. Et donc peut-être que, bon an, mal an, on aura d'abord un gouvernement Nouveau Front populaire. Peut-être que ce gouvernement tombera, qu'on aura autre chose. Peut-être que non, on commencera par un gouvernement de coalition, mais que finalement on aura autre chose ensuite. Disons que à la fois il y a de l'inquiétude, mais à la fois je pense que la pratique parlementaire et la pratique politique va obliger à un moment à dégager des solutions si on ne veut pas qu'il y ait des frustrations majeures qui demeurent dans le pays. Oui, et pendant ce temps-là, le Rassemblement national observe et affiche finalement quand même, malgré l'échec. Je le disais tout à l'heure, il y a 10 jours, Jordan Bardella pensait qu'il serait à Matignon, mais ça reste le parti politique qui est le plus puissant en nombre. Et d'ailleurs, il y a eu, c'est l'une des images de ce mercredi, cette photo, cette arrivée quand même assez massive des députés du parti lepéniste au Palais Bourbon et à leur tête, une Marine Le Pen qui peut quand même afficher une forme de satisfaction. On l'écoute. Je suis dans un bon état d'esprit, encore une fois. J'arrive avec un groupe de députés qui est arrivé aux élections législatives, le premier en voix, le premier parti
en nombre de députés. Et par conséquent, nous allons jouer le rôle que nos électeurs nous ont confié, même si un certain nombre de manœuvres, et notamment des manœuvres de désistement massifs, nous ont privés de la majorité absolue. Ça n'est que partie remise, parce qu'on ne peut pas indéfiniment tordre la représentation nationale. Laure Salvin, Marine Le Pen avait-elle vraiment envie de voir Jordan Bardella à Matignon? Vous voyez ce que je veux dire finalement? Est-ce que la situation ne l'arrange pas? C'est vrai qu'on peut se poser la question parce que l'ascension de Jordan Bardella, notamment dans l'opinion, et puis l'effet, vraiment, il y a vraiment eu une véritable remontée en puissance de Jordan Bardella, pouvait inquiéter un petit peu Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, elle considère, elle, que c'est son tour. C'est pas celui de Jordan Bardella. Il ne faudrait pas la sauter. Oui, dans certaines enquêtes de popularité, on avait un Jordan Bardella qui était parfois juste coude à coude ou parfois juste devant Marine Le Pen. Exactement. Et effectivement, là, la tendance semble se confirmer dans l'opinion, d'ailleurs. Il dépasse un peu, finalement, Marine Le Pen. Donc, en effet, elle peut dire qu'elle est satisfaite. Moi, ce qui me marque dans les réactions des uns et des autres, c'est que finalement, non seulement, personne ne sort gagnant, et y compris d'ailleurs les électeurs eux-mêmes, qui disent, finalement, nous, on a presque tout perdu, parce que plutôt qu'une clarification, on se retrouve plutôt finalement dans une grande confusion. Et puis surtout, c'est celui à qui on a le plus volé l'élection. Le RN dit on nous a volé l'élection, le Nouveau Front Populaire aussi. C'est marrant quand même, effectivement, et ça en dit long sur cette capacité finalement à trouver du lien, à trouver finalement un moyen de s'unir quand on dit tous qu'on est le plus victime finalement de la situation. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron demande, je le rappelle, de bâtir une majorité solide aux forces républicaines. Donc d'un côté, on a cette fracture qui est en train de s'exprimer, effectivement cette frustration, et de l'autre, le monde idéal d'Emmanuel Macron. Anne-Charlène Bézina. Il y a un point qu'on oublie souvent d'analyser, c'est qu'on n'a pas de majorité claire, mais on n'a pas d'opposition non plus. Oui. Donc c'est ça qui va être compliqué. Le RN sera renforcé pour la simple et bonne raison que c'est le premier groupe d'opposition, et clairement d'opposition. Le premier parti. Oui, alors le premier groupe politique aussi. Je pense au groupe parlementaire, et j'emploie déjà le terme qui viendra le 18 juillet, c'est-à-dire les groupes parlementaires avec leur temps de parole, leur financement, etc. Parce que le financement des partis politiques est ainsi fait que le Rassemblement national va profiter d'une très grande somme à ce niveau-là. Donc il y a une écurie de préparation qui est réelle dans cette fenêtre assez confortable du premier parti d'opposition. Donc il faut y penser. Oui, et effectivement, Mathieu, vous voulez intervenir? Non, je disais que toute la séquence dissolution législative et coalition, c'est une terrible machine à fabriquer du ressentiment. Je suis assez d'accord avec vous. Et que pour le coup, c'est très inquiétant parce que on sait le lien distendu des Français à la politique. Alors on les a vus là se mobiliser comme jamais au premier tour pour ceux qui soutenaient le Rassemblement national, au second tour pour ceux qui voulaient lui barrer la route. Il y avait comme on recréditait un peu le geste citoyen de voter et la politique de quelque chose. Et là, je pense qu'on continue de brouiller les cartes et de distendre ce lien entre et de démonétiser le vote aussi. Et de théâtraliser un petit peu tout ça. Ouais, c'est vrai. De donner encore moins de valeur au vote. Que les Français se sont quand même massivement mobilisés lors des 2 tours de ces élections législatives. Et même auparavant, aux européennes, il y avait eu une participation un petit peu plus forte. Sur l'avenir, la stratégie de Marine Le Pen, votre avis, Adrien? Alors disons que c'est vrai que si on parle sur un point de vue strictement politique, d'un point de vue symbolique, c'est un échec politique pour le Rassemblement national qui se voyait déjà au pouvoir. Mais en effet, si on prend un peu de recul, ils ont un nombre record de députés à l'Assemblée nationale, ce qui veut dire plus de financement, plus de moyens, plus de postes, plus de temps pour se préparer. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut regarder tous les travaux sociologiques qu'il y a sur le vote Rassemblement national et qui montrent combien ce vote s'est ancré profondément dans certaines parties de la population, combien il est un vote identitaire, un vote d'une partie de la population qui se sont rejetés et qui, par ce vote, essaie de dire « j'existe ». Donc si on n'apporte pas des réponses de fond et que les gens ont l'impression que finalement, pendant 2-3 ans, c'est le statu quo, le risque, c'est que ce vote qui est déjà très ancré, cette frustration qui est déjà très ancrée, elle continue de progresser et elle soit un carburant pour le Rassemblement national. Donc c'est pour ça que là, l'urgence absolue
pour sortir de la fracture du pays, c'est d'en revenir au fond finalement, si on ne veut pas en effet que cette situation soit un carburant à ressentiment et à tension pour les prochaines années. Tiens, on va écouter une dernière réaction, parce que ça fait partie des faits de ces dernières 48 heures, la révélation par nos confrères de Libération d'un dîner entre l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et Marine Le Pen. Édouard Philippe qui s'est défendu, qui s'est expliqué sur le plateau de TF1. Nous avons dîné parce qu'on se connaît peu, et on a dîné, et on a constaté à l'occasion du dîner, qui était un dîner cordial, que nous avions des désaccords très profonds sur de très nombreux sujets. Vous aviez besoin d'un dîner pour constater ça? Pourquoi est-ce qu'il faudrait... Moi, j'aime bien rencontrer les gens. Marine Le Pen fait plus de 30% à l'élection présidentielle. Ça ne me dérange pas de dîner avec elle. D'ailleurs, je pourrais dîner avec elle, je pourrais dîner avec Jean-Luc Mélenchon. Et à chaque fois, je leur ferai part de désaccords qui sont sans doute très profonds sur des sujets très nombreux. Allez, on termine là-dessus. On va avoir le plateau avec nos correspondants étrangers dans un court instant. Votre réaction à ce... c'est pas non plus un méga scandale ou une méga polémique, mais qu'est-ce que ça dit de la vie politique française, d'après vous? Alors, sous la 5e, ça s'est très souvent fait, des dîners, des déjeuners de courtoisie avec des opposants farouches. Hein. Ça, c'est vraiment plutôt quelque chose de traditionnel dans les buvettes des assemblées. Nous ne sommes pas très loin de celle du Sénat. Ça arrive... C'est très maladroit, c'est la communication du mauvais moment avec le mauvais mot un journaliste qui en plus pointe un petit peu l'endroit où ça fait mal. Si on a vraiment des divergences, pourquoi on dîne? Il y a quelque chose de l'ordre de l'impréparation peut-être et de quelque chose qui va marquer l'opinion dans un sens à mon avis très négatif. Et d'ailleurs Mathieu, on va conclure là-dessus, ça a permis de voir que les dissensions internes au camp présidentiel s'exprimaient. François Bayrou notamment ce matin qui a dit très clairement qu'il n'aurait pas fait la même chose. Ça ajoute de la confusion à une situation qui est déjà très confuse. Le problème n'est pas forcément de dîner, le problème est de faire en sorte que ça ne se sache pas. Et j'ai rencontré un opposant, débattre avec lui, les Français acceptent ça, et puis si on veut tous mûrir politiquement, on peut se dire qu'il faut accepter de discuter avec ses adversaires, sauf que ce même camp présidentiel nous dit que le Rassemblement national n'est pas un adversaire comme les autres, et appelle à voter contre lui pour lui faire barrage, mais dîne avec lui en secret pour tâter le terrain, c'est consternant. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat et donc commenter la lettre d'Emmanuel Macron que vous lirez dans vos quotidiens de la presse régionale. À très bientôt sur Public Sénat.